Le juge d'instruction chargé du dossier des fausses factures liées au financement occulte du RPR pourrait être déchargé de cette affaire à la suite de l'arrestation de son beau-père accusé d'avoir tenté de soutirer de l'argent à une personnalité mise en cause par l'instruction. Les suites du questionnaire Balladur auprès des jeunes, avec cette fois un certain nombre de propositions concernant l'emploi ou encore la réforme des rythmes scolaires. Après la proposition de réquisition de logements vacants à Paris proposée par Jacques Chirac, une affaire qui est en train de prendre un tour polémique entre chiraciens et balladuriens. Nous évoquons ce dossier, mais aussi les préparatifs de l'élection présidentielle, en compagnie de notre invité Dominique Voynet, candidate à l'Élysée pour les Verts. Dans un communiqué officiel, le médecin personnel de François Mitterrand annonce que le chef de l'État est désormais en traitement radiothérapique. Enfin, en Italie, Silvio Berlusconi a finalement renoncé à démissionner et il risque cependant d'être mis en minorité très rapidement par le Parlement. Madame, Monsieur, bonsoir. Les gendarmes viennent de démanteler 2 réseaux mondiaux de contrefaçon et de distribution de jeux vidéo Nintendo et Sega. 37 personnes ont été interpellées. Le préjudice est évalué à plusieurs dizaines de millions de francs. Reportage Valérie Gagé, Jacques Girard. Alors, là, il s'agit d'un copieur Magic Plus qui s'adapte sur les consoles Sega. Là, vous avez pareil, la console Sega avec un appareil qui a une particularité, c'est qu'il s'adapte tant sur la Sega que sur la Nintendo. Des appareils de ce type, les gendarmes en ont saisi plusieurs dizaines. Importés de Taïwan ou de Hong Kong, ils s'adaptent sur les consoles et permettent de copier n'importe quel jeu vidéo, malgré les protections du fabricant. Les gendarmes ont aussi mis la main sur plus de 30 000 disquettes piratées. Elles étaient écoulées pour environ 40 francs, alors que sur le marché, un jeu coûte près de 300 francs. Certains programmes informatiques étaient lancés sur le marché, 15 jours après, ils ne se vendaient plus, ils étaient contrefaits. Donc pour une société qui va financer à peu près entre 1 million et 3 millions pour un programme informatique ou pour un jeu, c'est une perte considérable. Les 2 réseaux internationaux qui viennent d'être démantelés se servaient du Minitel pour faire de la vente par correspondance, qu'il s'agisse de diffuser des disquettes pirates ou des copieurs. C'est en surveillant les serveurs télématiques spécialisés que les gendarmes ont identifié les organisateurs de ce trafic lucratif. C'est difficile d'évaluer le préjudice de manière exacte. Pour l'instant, nous l'évaluons à plusieurs dizaines de millions de francs, mais bon, cette somme pourrait fortement évoluer en fonction de l'enquête qui continue. 21 personnes ont déjà été mises en examen dans cette affaire et placées sous contrôle judiciaire. Des jeunes de 20 à 25 ans, petits génies de l'informatique, mais coupables du délit d'initié. Remous et consternation dans le monde judiciaire avec la possible mise à l'écart du juge Éric Haffen chargé d'instruire le dossier des fausses factures d'Île-de-France liées au financement occulte du RPR. Ce magistrat risque en effet de devoir se récuser ou de se voir confisquer ce dossier hypersensible en raison de l'arrestation de son beau-père, accusé d'avoir tenté de soutirer de l'argent à une personnalité mise en cause dans cette instruction. Tout de suite le point de cette ténébreuse affaire en compagnie de Thierry Curté et Agnès Varamian. Le juge Alphen ne veut pas y croire. Enfermé toute la journée dans son bureau du tribunal de Créteil, le juge dénonce la manipulation, explique que son beau-père, psychiatre de renommée, n'avait pas besoin d'argent. Celui qui a instruit l'affaire des fausses factures des HLM de Paris, Éric Alphen, à qui Michel Roussin doit sa démission, se dit stupéfait. C'est hier matin, à l'aéroport de Roissy, que le beau-père du juge, le docteur Maréchal, est interpellé alors qu'il se fait remettre 1 million de francs en liquide. C'est lui qui a fixé le jour et l'heure, mais à Roissy, il ne se doute pas qu'il s'agit d'un piège tendu par la police judiciaire, en accord avec celui que Maréchal essaye de faire chanter, Didier Schuller, conseiller général RPR des Hauts-de-Seine. Le docteur Maréchal aurait contacté Didier Schuller le 10 octobre dernier. Il lui aurait demandé de l'argent en échange de son influence sur le juge. Il m'a dit, voilà, en ce qui vous concerne, il y a des rumeurs sur vous qui sont véhiculées par le Canard enchaîné, je peux y mettre fin. En ce qui concerne le Rassemblement pour la République, je suis sympathisant du RPR, je souhaite que le RPR gagne les présidentielles, donc je suis prêt à agir sur les dossiers qui concernent le RPR. Didier Schuller affirme que par la suite, il a tenté de couper les ponts, mais que le beau-père du juge s'est fait insistant. Pourtant, ce n'est que 2 mois après leur entrevue que Didier Schuller se décide à porter plainte. Nous sommes le 15 décembre, et là, drôle de coïncidence, 2 jours plus tôt, la permanence électorale de Didier Schuller a été perquisitionnée à la demande
du juge Alphen. Car Didier Schuller est l'ancien directeur de l'office HLM des Hauts-de-Seine sur lequel le juge instruit une affaire de fausse facture. C'est donc bien la perquisition qui a poussé l'élu à porter plainte. Le développement et le décorum qui a été fait, ainsi que l'exploitation qui a été donnée à cette perquisition, m'a fait un peu réfléchir. Je me suis dit, le docteur Maréchal m'explique qu'il a une formidable influence sur son gendre, par le biais de sa fille et directement. Et je me suis demandé, mais est-ce qu'on n'est pas là, dans une enquête judiciaire qui est une enquête sous influence ? Mais le juge Alphen discrédité, cela tombe bien pour Didier Schuller. Beaucoup d'incertitudes restent encore sur la personnalité du docteur Maréchal. Psychiatre à l'hôpital américain, propriétaire d'un appartement avenue Foch, c'est un homme aisé. S'est-il fait dépasser par les événements? Surtout, certains auraient-ils profité du fait qu'il ait à un moment perdu la raison? Et ce soir, le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire contre le docteur Maréchal pour trafic d'influence et extorsion de fonds. Benoît Duquesne, c'est une affaire qui tombe selon les cas très bien ou très mal. Oui, ce qui est sûr, c'est que pour le juge Alphen, cette affaire tombe très mal, puisque quand on inscrit un dossier sensible, que son enquête a déjà conduit à la démission d'un ministre du gouvernement, Michel Roussin, qu'elle pourrait inquiéter d'autres personnalités de la majorité, que ce soit à Paris, dans les Hauts-de-Seine ou au Conseil régional d'Île-de-France, eh bien on se passerait volontiers des dérapages éventuels d'un beau-père. A l'inverse, tout retard pris dans l'enquête du juge Alphen, tout discret dit, qui pourrait le frapper, voire l'amener à être dessaisi du dossier, tout cela ne peut que faire plaisir à certains. Faut-il alors parler de manipulation, comme l'affirme le juge Alphen ce soir? Les faits en tout cas semblent bien réels, mais n'y a-t-il pas eu exploitation habile d'une faiblesse de l'entourage du juge? Ça n'est qu'une question, mais une question à laquelle il conviendra de répondre et rapidement. Alors Benoît, question capitale, y a-t-il oui ou non risque de dessaisissement de ce juge? Et officiellement, la question n'est pas d'actualité, mais certains à la chancellerie envisagent mal qu'il en soit autrement. Le juge Alphen dessaisi, ça voudrait dire retard considérable dans cette enquête, pour ne pas dire enterrement du dossier. C'est dire l'urgence pour le juge Zanotto, qui vient d'être chargé du dossier d'extorsion de fonds, d'arriver vite à des conclusions. Merci. L'ex-président de la Française des Jeux, Gérard Colllet, a été mis en examen aujourd'hui pour abus de biens sociaux. Cet ancien conseiller à l'Élysée a été laissé en liberté sous contrôle judiciaire après paiement d'une caution d'1 million de francs. Sérieux incident cet après-midi à Manosque lors d'une manifestation spontanée organisée pour protester contre la mort d'un jeune Algérien tué d'un coup de feu par un CRS accidentellement, selon la version officielle. Reportage Patrice Velay, Jean-François Giorgetti. Ils sont venus ce midi sur les lieux du drame, dans le centre de Manosque, sans mot d'ordre, simplement en souvenir de Rachid Chebchoub, tué hier soir d'une balle en pleine tête. Il était à peine 21 h, mais les témoins ne sont arrivés qu'après les faits. Je passais là-bas en face avec mon cousin, et j'ai vu un corps là, un corps affalé là, sur la bordure du dessus, et du sang partout là. Hier soir, dans cette ruelle, la police aurait voulu interpeller un jeune qui descendait cette gouttière. Selon les CRS, s'en serait suivi une bagarre et un coup de feu accidentel. L'interpellation aurait donc mal tourné. Version totalement différente donnée par les manifestants cet après-midi. Rachid aurait fui par peur de la police. Il aurait été ensuite touché d'une balle dans le dos. De source sûre, le jeune Algérien n'était pas armé. Quand on court derrière un jeune qui n'était pas armé, on ne doit pas le tuer, on doit le maîtriser quand même physiquement. On ne doit pas tuer des gens comme ça. Ils étaient 4. Et 2, il y en a assez pour maîtriser. Même un seul parce qu'ils sont entraînés pour ça. Milieu d'après-midi, le rassemblement arrive devant le commissariat. Tension et premiers incidents. À la mairie, une délégation a ensuite été reçue par le maire RPR. Il a joué les médiateurs pour désamorcer les tensions. Évidemment, lorsqu'on sait après que la personne n'est pas armée, on trouve la chose d'autant plus regrettable et triste parce que lorsqu'il y a mort d'homme, lorsqu'on voyait un gamin de 29 ans qui gît mort, eh bien, vous savez, les sentiments sont les mêmes pour les uns et pour les autres. Ce soir, le policier qui a tiré est en garde à vue et il règne à Manosque un calme relatif. Jusqu'à la tombée de la nuit, les jeunes manifestants faisaient face au CRS en plein centre-ville. Le comité pour la consultation nationale des jeunes a remis aujourd'hui son rapport définitif au Premier ministre. Les 57 propositions du mois d'octobre sont maintenant de l'ordre de la centaine et le volet emploi s'est considérablement alourdi. Parmi ces propositions, qui doivent encore, je le rappelle, être avalisées par le gouvernement, la définition d'un pourcentage minimum de jeunes en premier emploi dans chaque entreprise.
Ce comité propose également que l'exonération de charges sociales pour un premier emploi passe de 1 à 2 ans. Comment réagissent les employeurs? Enquête Léo Lamberton, Gilles Doblard. Ici, on est entre salariés expérimentés. Roger Delacour l'avoue, il n'a pas de jeunes dans sa société. Mais si demain, il peut en embaucher un avec en contrepartie une exonération totale des charges pendant 2 ans, il se dit prêt. Mon souci, moi, c'est de réduire les charges de l'entreprise. Donc à partir du moment où on me facilite la vie, je suis favorable à ce genre de mesure. Et je dois vous dire que l'an prochain, nous envisageons d'engager une personne dans quelques mois. Si nous avons la perspective de ne pas payer de charges pendant 2 ans, ça va bien évidemment nous aider à prendre la décision le plus rapidement possible. Ça, c'est absolument certain. Des contrats pour faciliter l'embauche de jeunes, avec des avantages à la clé, il en existe déjà. Mais ils ne visent pas tout le monde et sont limités dans le temps. Là où la proposition du comité innove, c'est qu'elle concerne tous les jeunes qui n'ont jamais travaillé et pour une durée de 2 ans. Mais l'idée n'enthousiasme pas tous les patrons. C'est le cas de Patricia François. Elle dirige une petite menuiserie et emploie 8 salariés. Un jeune a besoin d'être formé, donc le fait de faire le cadeau, bon, c'est vrai que ça allègera nos charges et pourrait nous motiver, mais le problème c'est que le jeune, il faut le former, il faut prendre du temps. Et actuellement, nous avons un tel rythme au niveau du travail, c'est-à-dire que par moments nous travaillons beaucoup et d'autres, nous avons beaucoup moins de travail. Il faut qu'il soit productif et que tout le monde dans une petite entreprise soit productif très rapidement. La proposition soulève un autre problème, son coût. Quand il y a exonération des charges, c'est l'État qui paie à la place des patrons les cotisations sociales. Là, il faudrait débourser au moins 50 milliards de francs par an. La dépense serait sans précédent. Le béret de l'abbé Pierre décoiffe la majorité. Hier, au micro de France Inter, l'ecclésiastique chouchou numéro 1 des Français s'en était pris vivement et personnellement à Jacques Chirac, estimant qu'il était impossible qu'on lui fasse confiance pour gouverner la France tant qu'il gardera Jean Tibéri comme adjoint chargé du logement. Contre-attaque aujourd'hui de l'hôtel de ville, contre-attaque technique mais aussi et surtout politique, alors que le baladurien Nicolas Sarkozy marquait son opposition à des mesures coercitives. Tout de suite le point de cette polémique avec Jérôme Catala et Jean-Baptiste Prédali. Dimanche, l'abbé Pierre relance son action en faveur des mal-logés. Il ne secoue pas seulement une nouvelle fois l'opinion, il contribue aussi à sa façon au débat entre baladuriens et chiraciens. La loi réquisition! Dès dimanche soir, Édouard Balladur s'empresse de recevoir l'abbé Pierre à Matignon. Et lundi, Jacques Chirac, comme maire de Paris, lance le principe de réquisition de logements vides. Mais l'abbé Pierre ne croit pas à la volonté de la mairie de Paris de faire aboutir ces réquisitions. En cause, le maire de Paris, Jacques Chirac, et son premier adjoint, Jean Tibéri. Pour les Chiraciens, c'est clair, le candidat Chirac est visé, alors ils réagissent. Que tout ne soit pas parfait, qu'il y ait encore beaucoup de misère, c'est vrai. Et donc, plutôt que de se disputer ou de transformer cela, une fois encore, en argument de campagne présidentielle, essayons de mettre ensemble les bonnes volontés pour loger ceux qui ne sont pas logés au début de cet hiver. Jacques Chirac a dit qu'il réquisitionnerait des logements. Si le gouvernement le laisse faire, eh bien, il le fera. Réponse du gouvernement, la balle est dans le camp du maire de Paris. Du coup, le problème des réquisitions tourne à la partie de ping-pong. Je vous rappelle que pour que l'État fasse valoir ce droit, il convient préalablement que la collectivité locale, quelle qu'elle soit, saisisse le préfet de demandes précises de réquisition. Non, pour l'instant, il n'y a pas de demande précise de réquisition. Enfin, à l'Assemblée nationale, cet après-midi, le débat sur les réquisitions occupe presque toutes les questions d'actualité. Le Premier ministre ne répond pas directement, il laisse parler Hervé de Charette, son ministre du Logement, lui aussi sceptique sur les réquisitions. Le débat sur les sans-logis est devenu politique, un épisode de la campagne présidentielle. La prudence est en mer de sûreté, des ouvriers ont quelque peu saccagé hier matin l'intérieur d'un immeuble du 8e arrondissement à Paris appartenant à la Cogedi, mais vide depuis 2 ans. La société immobilière se borne à déclarer avoir, je cite, décidé de prendre les mesures conservatoires que prendrait tout propriétaire dans cette situation. L'ordonnance de 45 prévoit en effet qu'un appartement sinistré ne peut être réquisitionné. Sans parler des mal-logis estimés à 400 000 personnes en France,
On estime généralement à 2,5 millions le nombre de familles mal logées ou très mal logées. Beaucoup de ces familles pourraient trouver refuge dans un HLM si un certain nombre de ces logements n'étaient abusivement occupés. Selon la Cour des comptes, environ 900 000 HLM sont habités par des ménages aux revenus trop élevés. Enquête Jean Pézieux, Léo Lamberton. Porte close, caméra indésirable. Nous sommes au centre de Paris, dans le quartier du Marais, face à l'île Saint-Louis. Un bloc d'immeubles, une centaine de logements gérés par 3 sociétés HLM. Certains occupants avouent payer un surloyer. En clair, cela veut dire qu'ils ont des revenus trop élevés pour habiter normalement dans un HLM. Mais personne ne veut le dire publiquement. Est-ce que vous savez si ici on paye des surloyers? Ça c'est personnel. On a vu une personne je tout à ne l'heure. peux pas vous donner des renseignements personnels. Au départ, la plupart de ces personnes avaient des revenus correspondant aux critères d'attribution. Mais au fil du temps, leur situation s'est améliorée. Pourtant, elles continuent d'occuper une habitation à loyer modéré. Tous les locataires, même s'ils viennent dépasser les plafonds de ressources, ont droit au maintien dans les lieux. Et nous ne pouvons pas les faire partir. Ils ont droit de rester dans le logement. Ils ont droit de rester dans le logement indéfiniment tant qu'ils payent le loyer. Alors, nous leur faisons payer quand ils dépassent les plafonds un supplément de loyer, comme vous le disiez. Mais ce supplément de loyer n'est quelquefois pas suffisamment dissuasif pour les faire partir. Selon la Cour des comptes, aujourd'hui en France, 900 000 logements HLM seraient ainsi indûment occupés. Dans le même temps, 1 million de familles aux revenus modestes sont inscrites sur des listes d'attente. Aujourd'hui, beaucoup critiquent une dérive du logement social. Les plus démunis ne sont pas toujours prioritaires. L'an dernier, une enquête révélait que 20% seulement d'entre eux habitaient en HLM, les autres se débrouillant comme ils peuvent. Avec nous, Dominique Voynet, candidate des Verts à l'Élysée. Bonsoir. Bonsoir. Vous serez présente cette nuit et ce soir à la nuit de l'exclusion, place du Châtelet à Paris. Et vous avez déjà été très critique sur l'attitude de Jacques Chirac sur cette question des réquisitions. Oui, tout à fait, parce qu'on pourrait s'illusionner en entendant Jacques Chirac sur le fait qu'il ait manifesté pendant 17 ans une volonté politique claire pour lutter contre les problèmes de logement à Paris en offrant une solution courageuse aux problèmes des mal logés ou aux problèmes de ceux qui ne sont pas logés du tout. Aujourd'hui, moi je fais un constat, la réquisition s'impose parce qu'elle est finalement la seule solution d'urgence utilisable alors que des centaines de milliers de familles n'ont plus d'autres solutions. Mais c'est simplement une solution d'urgence, une solution d'attente qui ne doit pas être rappelée chaque fois qu'il y a une vague de froid ou chaque fois qu'en période préélectorale on est tenté par la surenchère. Je crois qu'il faut s'attaquer aux causes de l'exclusion en se souvenant aussi que le logement, ce n'est pas la seule cause. Et que la première des causes d'exclusion de centaines de milliers de personnes, c'est bien sûr le chômage. Et c'est la difficulté, quand on n'a pas de travail, à trouver un logement, à pouvoir voter, à rester un citoyen. Alors la nuit contre l'exclusion qui va avoir lieu cette nuit au Square Saint-Jacques, elle est organisée par Agir Ensemble contre le chômage et elle a pour but de rappeler finalement qu'il faut lutter contre l'exclusion à la source, en partageant le travail, en répartissant de façon juste toutes les richesses qui sont produites dans ce pays, et puis en mettant en place une grande politique du logement social qui ne cède pas la place aux premiers rayons de soleil ou quand simplement le thème du logement aura été évacué de la conscience collective par un autre drame. Alors Dominique Voynet, pour l'instant, vous êtes 3 candidats écologistes à vous partager un petit peu moins de 8% du gâteau électoral. Le dernier baromètre BVA, dont nous parlerons dans un instant, vous donne selon les hypothèses de travail entre 3,5 et 4% des voix, Brice Lalonde entre 3 et 3,5% et Antoine Wechter 1%. Là, est-ce que tout ça n'est pas un petit peu ridicule? C'est un petit peu ridicule, c'est vrai. Mais ça témoigne d'un malaise profond dans la vie politique. Je crois qu'à droite comme à gauche, on n'est pas beaucoup mieux lotis que chez les écologistes. Ce serait dramatique qu'on arrive séparés devant les électeurs aux élections présidentielles. Je ne désespère pas de convaincre Antoine Wechter qui n'a rien à gagner à une aventure solitaire. J'espère qu'il le comprendra rapidement. Vous avez déclaré la semaine dernière que vous étiez prête à être candidate unique de l'opposition. Est-ce que c'était de l'humour? Ce n'est pas de l'humour. C'était une façon de rappeler à ceux qui s'étaient confiés peut-être un peu hâtivement à un homme providentiel qu'il n'est pas question de proposer aux électeurs une autre personne qui pourrait leur éviter d'avoir à se poser la question du projet de transformation de la société. Pour moi, transformer la société, c'est proposer aux exclus, aux précaires ou à ceux qui peuvent demain le devenir un vrai projet social et aussi écologique, forcément écologique. J'ai envie qu'on ne l'oublie pas et qu'on n'espère pas qu'on pourra trouver finalement une personnalité morale pour éviter d'avoir à réfléchir sur les causes réelles de l'échec. Les causes, c'est 14 années de grand écart
entre les belles ambitions généreuses de la gauche et ce qu'elle a fait sur le terrain. Merci beaucoup, Dominique Voynet. Nous serons amenés à vous revoir puisque vous êtes candidate jusqu'au bout. Vous serez candidate jusqu'au bout. Selon le dernier baromètre BVA auquel je faisais allusion il y a un instant, la droite remporterait largement le second tour de la présidentielle si les candidats de gauche s'appelaient Jack Lang ou encore Pierre Mauroy. D'autre part, Édouard Balladur battrait toujours, selon ce sondage, Jacques Chirac si les deux hommes se retrouvaient face à face au second tour. 58% pour Édouard Balladur contre 42% au maire de Paris. L'Élysée a publié aujourd'hui le bulletin de santé semestriel de François Mitterrand, opéré en juillet dernier pour la seconde fois d'un cancer de la prostate. Le médecin personnel du chef de l'État, Claude Bubler, précise que la chimiothérapie a été abandonnée car trop fatigante et remplacée par une radiothérapie locale dont on fera le bilan dans 2 ou 3 mois. Les explications du docteur Méline, chef de service à l'hôpital Saint-Louis, sur l'efficacité de cette radiothérapie. En termes d'efficacité, on a des critères objectifs qui sont la douleur, qui sont le volume des images qui régressent sur les examens comparatifs, il y a aussi la biologie, et que donc on peut apprécier de manière très concrète l'effet, et que en général la radiothérapie en matière de prostate, elle varie, l'efficacité varie entre 50 et 80%. Donc c'est des chiffres qui sont très, très appréciables. Donc on peut dire que la radiothérapie est très efficace. Alors en termes d'effets secondaires, bien, je pense qu'on a fait énormément de progrès. Maintenant, grâce à une balistique moderne en 3 dimensions, on arrive à bien contrôler la lésion sans trop irradier les organes de voisinage. Donc c'est un progrès considérable à la fois sur l'efficacité et sur les effets secondaires. En termes de stratégie, on a pensé qu'il fallait mieux arrêter la chimiothérapie et passer à la radiothérapie qui semblait être mieux adaptée à son cas. Et c'est dans un climat un peu particulier que s'est déroulé cet après-midi dans la salle des fêtes le traditionnel arbre de Noël, le 14e et dernier pour le couple Mitterrand à l'Élysée. Chantal Kimerlin. « 700 enfants entouraient le président pour le spectacle. Des enfants venus de toutes les régions et même de la Nouvelle-Calédonie. Tintamarre, cris joyeux et cloches de Noël assurées. Au programme, un conte philosophique, des numéros traditionnels, jongleurs, clowns, acrobates et une chanson très reprise par la salle sur la mer qui n'a plus toute sa pureté. Mais la vraie grande surprise de l'après-midi fut pour le président, couvert de cadeaux, beaucoup de cadeaux, des plus simples, faits à la maison ou à l'école. Ça c'est pour vous, président, celui-là pour votre femme. C'est un grand dessin avec des Pères Noël, des sapins. Il y a une de nos copines qui avait fait un mot et on a tous signé ceux qui avaient participé. Qu'est-ce que tu lui as offert? Son portrait que mes parents ont ramené du Zaïre. Et pendant le goûter, il n'y a même pas eu de protocole élyséen. Tout était permis à table. À Rome, il Cavaliere n'a pas mis pied à terre comme on l'attendait. Silvio Berlusconi a prononcé cet après-midi une déclaration gouvernementale devant la Chambre des députés sans annoncer sa démission ni préciser s'il allait ou non demander la confiance des députés. Le sort de son gouvernement semble cependant plus que précaire car 4 ministres de la Ligue ont démissionné cet après-midi. À Rome, pour France 2, Thierry Tuillier. Applaudi par ses partisans, Silvio Berlusconi prend la parole. À aucun moment, le président du Conseil ne va évoquer sa démission. Il choisit plutôt de dresser un acte d'accusation contre son ancien allié, la Ligue du Nord. L'acte de la Ligue est une escroquerie auprès des électeurs, dit-il. Il faut un retour serein et résolu devant le corps électoral si mon gouvernement chute. Silvio Berlusconi a tiré le premier. Il attend désormais la réplique de ses adversaires. Le président du Conseil est donc décidé à se battre, même si, comme nous le confie un de ses proches, Silvio Berlusconi ne se fait aucune illusion. Il va écouter et il va décider. C'est à lui de le décider. C'est au groupe de la majorité qui reste, qui soutient le gouvernement, de décider si le gouvernement va démissionner peut-être ce soir, peut-être demain matin, ou si on attend que le débat se termine et que le vote se déroule dans la Chambre des députés. C'est encore incertain. La démission de Silvio Berlusconi n'entraînera pas forcément la convocation d'élections anticipées. La décision appartient au président de la République et à lui seul. Or, pour le moment, Oscar Luigi Scalfaro s'est montré pour le moins réticent.
Alors, Silvio Berlusconi a choisi de reprendre l'initiative sur le terrain de l'opinion qui, croit-il, lui est favorable. Il compte bien ainsi forcer la main du chef d'État italien. Un avion cargo Boeing 737 de la compagnie Air Algérie, affrété par une compagnie américaine, s'est écrasé dans un champ près de Coventry, dans le centre de l'Angleterre. Auparavant, l'avion avait touché le toit d'une maison. Les 5 membres d'équipage ont été tués. Il n'y a pas eu de victimes parmi la population au sol. En France, un peu de pagaille à prévoir sans doute du côté de l'aéroport d'Orly aux alentours de Noël. Certains personnels d'Aéroports de Paris et de la compagnie Air Inter ont en effet déposé des préavis de grève, selon la direction d'Air Inter qui juge irresponsable cet appel à la grève en cette période. Les vols devraient être assurés dans leur totalité. Elle court, la banlieue, et parfois les banlieusards en ont un peu ras-le-bol d'attendre des trains aux horaires fantaisistes. Certains de ces voyageurs de la région d'Élancourt ont demandé au tribunal de grande instance de Paris de condamner la SNCF pour non-respect de contrat. Reportage Elisabeth Esley, Philippe Jasselin. Pour aller de la gare Montparnasse à Saint-Quentin en Yvelines, en principe il faut 35 minutes. Mais il n'est pas rare que le train mette plus d'1 heure. Les usagers en ont assez. Le matin, ça peut passer, mais le soir, énormément de retard. 5 minutes jusqu'à 20 minutes. Et surtout, c'est le plus grave, à mon sens, c'est que les gens ne savent pas pourquoi les trains sont en retard. Je vais le louper si je vous réponds. Bon, ça va une fois, ça va 2 fois, mais enfin l'employeur il est gentil, mais il ne faut pas abuser non plus. Hein. Je crois que ça serait normal de nous dénommager. Nous, on paye environ 600 francs en moyenne par mois. Bon, pour arriver en retard, c'est pas normal. Après plusieurs réunions de concertation avec la SNCF qui n'ont pas abouti, une association d'usagers des Yvelines a décidé de saisir la justice pour non-respect de contrat tacite avec ses clients. D'autant que les retards répétés ne sont pas limités à la gare Montparnasse. La SNCF considère qu'il y a une chose intéressante en France, c'est le TGV, et que les lignes de banlieue, finalement, c'est un petit peu la 3e classe, nouvelle manière de la SNCF, autrement dit des lignes pour lesquelles il n'y a pas assez de matériel, pas de matériel moderne, pas assez d'entretien. À la SNCF, on reconnaît certains dysfonctionnements, mais on affirme que la situation s'est améliorée depuis la période de référence des usagers il y a 1 an. Des usagers qui aujourd'hui réclament 10 000 francs symboliques de dommages et intérêts. Le jugement, prévu pour février, devrait faire jurisprudence. Big Brother rôde du côté de l'usine Braf d'Henbon. La direction a en effet décidé d'installer des caméras pour surveiller un atelier de confection, officiellement pour lutter contre les vols, mais aussi peut-être pour contrôler la productivité du personnel. Moralité, la direction n'a plus rien à surveiller, car depuis, les ouvrières sont en grève. Reportage Jacques Deveau, Ariel Nathan. Voilà l'objet du conflit, des caméras placées aux endroits stratégiques. Madame Guetta, la directrice, nous les montre sans état d'âme. Là, braqué sur la porte de sortie, le personnel rentre et sort également par cette porte. 12 caméras pour filmer les faits et gestes du personnel. Le but, lutter contre les vols à répétition constatés dans l'usine. Mais la directrice avait bien l'intention aussi d'utiliser le matériel pour vérifier l'activité du personnel et son rendement. Comme je n'ai qu'une paire d'yeux, ça pouvait m'aider éventuellement à régler mes problèmes d'usine et mes problèmes de surveillance. Vous voyez ainsi qui travaillait beaucoup, qui travaillait peu, quoi. Tout à fait. Mais les caméras aujourd'hui ne filment que des locaux vides. Les 220 salariés, essentiellement des femmes, se sont mis en grève dès l'installation du système. Quand je me suis aperçu qu'on fixait 2 caméras sur le poteau en face de moi, je me suis dit c'est un peu gros quand même 2 caméras pour la même personne. Hein. En fait, le malaise est plus profond. Dans cette société, il n'y a aucun dialogue social. Le personnel est payé au SMIC, quelle que soit l'ancienneté, et la direction réclame toujours plus de rendement. Je trouve normal qu'une direction exige de son personnel moins de bavardage, dans la mesure où il en a constaté tout au moins moins de va-et-vient. Je trouve ça tout à fait normal de ma part. Sinon, je ne serais pas digne d'être une directrice d'usine. Quand on ne bouge pas de sa machine, quand on va à la pause à 3h30, je crois que quand même on travaille. Elle relève toutes les 2 heures. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait tout le temps notre rendement. On est régulièrement contrôlé, donc on perd automatiquement notre rendement. 5 caméras ont été retirées par la direction. Insuffisant, jugent les salariés qui veulent tout voir disparaître et travailler dans un climat de confiance. Fin ce soir à Bobigny du procès du meurtrier présumé d'Yvette Liger, boulangère à Stein en Seine-Saint-Denis, décédée d'une crise cardiaque peu après s'être interposée entre une bande de jeunes et son fils hémiplégique. L'accusé étant mineur au moment des faits, en mai 91, les audiences se sont déroulées à huis clos.
avec Philippe Boisserie, les réquisitoires et les plaidoiries. Ce matin, devant les jurés, les avocats de la famille de la boulangère ont simplement réclamé une condamnation, sans préciser laquelle, contre Rachid. Pour eux, si Rachid n'a peut-être pas directement frappé Yvette Liget, il n'en est pas moins responsable de sa mort. S'il ne s'en était pas pris à Nicolas, eh bien le drame ne serait pas arrivé. Parce qu'une mère, il est normal, légitime, qu'elle vienne au secours de son enfant. Et en définitive, la boulangère de Stein a donné sa vie pour son fils, qu'elle a vu en difficulté face à Rachid. En aparté, les avocats de la partie civile se sont fait plus précis. S'il a 3 ans avec sursis, disait-il, ce sera bien. 3 ans avec sursis, c'est justement ce que réclame l'avocat général. Certes, il considère que le fait que Rachid ait été mineur au moment des faits est une circonstance atténuante. Certes, il balaie le portrait de voyou fait par certains de Rachid. Néanmoins, pour lui, il y a bien un lien entre les violences de l'altercation et le décès. L'avocat de Rachid reconnaît la mesure du procureur, mais plaide tout autre chose. Comme toujours en cette matière, il y a quelque chose de paradoxal, de contradictoire. Ou bien on a commis un crime et on mérite une peine relativement sévère, ou on ne l'a pas commis, on doit être acquitté, c'est tout. En ce moment même, les jurés délibèrent, quel que soit leur verdict. Ils ne réconcilieront pas deux mondes trop souvent opposés, celui d'une boulangère et celui de jeunes vivant au quotidien le malaise des banlieues. Le procès de l'affaire de corruption présumée dans le match OM Valenciennes s'ouvrira à Valenciennes le 13 mars. Parmi les 6 personnes mises en examen, Bernard Tapie, alors président du club, contre lequel le procureur Éric de Montgolfier a requis des charges plus lourdes que prévues. Précision avec Benoît Gadret. Pour le procureur de Valenciennes, Bernard Tapie est le principal responsable de l'affaire. Éric de Montgolfier requiert le renvoi de l'ex-président de l'OM devant le tribunal correctionnel pour les 3 volets du dossier. Le volet corruption tout d'abord, avec le versement d'une somme de 250 000 francs aux joueurs valenciennois à la veille du match VAOM. Le procureur considère que Bernard Tapie a une grande part de responsabilité, même si ce dernier l'a toujours nié. Il demande donc son renvoi devant le tribunal pour coaction de corruption active. L'affaire Primorac, où l'ex-entraîneur de Valenciennes accuse Bernard Tapie de lui avoir proposé d'endosser la responsabilité de l'affaire de corruption en échange d'un contrat. Bernard Tapie a fourni un alibi, Jacques Mélic, alibi mis à mal par l'instruction. Aussi, le procureur demande que Bernard Tapie comparaisse pour subornation de témoins. Enfin, pour Éric de Montgolfier, Bernard Tapie a bien fait pression sur Jean-Jacques Edli pour qu'il revienne sur ses accusations. Même si le joueur s'est rétracté, le procureur requiert là aussi le renvoi devant le tribunal pour subornation de témoins. Restent les 5 autres personnages clés de l'affaire. Jean-Pierre Bernès est visé pour corruption active, Jean-Jacques Edli et Marie-Christine Robert pour complicité de corruption active, enfin les 2 joueurs Robert et Bourreau-Chaga pour corruption passive. Le juge Béfi suivra-t-il les réquisitions du procureur? On devrait être fixé dans les prochains jours. Football toujours avec le tirage au sort aujourd'hui des 32e de finale de la Coupe de France qui a accouché de 3 chocs au sommet. PSG Rennes, Montpellier Saint-Etienne ou encore Sochaux Marseille. Pas de problème en principe du moins pour Nantes, Monaco, Auxerre ou encore pour Cannes. La FFF, la Fédération Française de Football, fêtait aujourd'hui ses 75 ans en accueillant son 2 millionième licencié. En 75 secondes, Thierry Clopeau retrace les plages glorieuses de 75 ans de football tricolore. Un gros gâteau pour une vieille dame. La FFF, Fédération Française de Football, fête ses 75 ans en grande pompe, avec dans le rétroviseur ses heures de gloire. Tout commence ici véritablement en 58, avec l'équipe de France héroïque, 3e de la Coupe du Monde en Suède. En point d'orgue, les 13 buts de Juste Fontaine, qui reste à ce jour le meilleur buteur de toutes les Coupes du Monde. La fin des années 50, c'est aussi le stade de Reims, des Jonquet, Piantoni et Copa, 2 finales perdues de Coupe des Champions face au Real de Madrid et 5 titres nationaux. La Coupe d'Europe, on a le cœur qui bat quand on se souvient du chaudron vert. Et de l'épopée des Verts de Saint-Etienne en 76, Piazza, Rocheteau et les autres, la qualification du siècle face au Dynamo de Kiev et la finale mythique à Glasgow, perdue contre le Bayern, les poteaux carrés, c'est toute la France qui pleure. La Corse aussi a ses héros, Furiani en fièvre, les Bastiais en bleu, c'est en 78, la bande à Claude Papy échoue au port en finale face au PSV Eindhoven.
Et puis bien sûr, il y a eu l'OM de tapis, premier club français à remporter une Coupe d'Europe. Un but de Basile Boli face au Milan AC, l'apogée de Marseille avant son déclin dû aux affaires. L'équipe de France, elle aussi, nous a fait vibrer. 1984, championne d'Europe face à l'Espagne. Platini, maître d'œuvre et plus grand joueur français de tous les temps. Aujourd'hui, toute la France du football a les yeux tournés vers l'organisation de la Coupe du Monde 98. Ce sera une toute autre histoire. De quoi se faire des cheveux blancs, monsieur Platini. Les futurs JPP ou Cantona Picasso s'entraînent d'arrache-pied, si j'ose dire, chaque mercredi dans les écoles de football. Reportage chez les Poussins de Levallois-Perret avec Emmanuel Lefort et Michel Anglade. Ce matin, 9h30, sur la pelouse du stade Pablo Neruda de Levallois-Perret, en région parisienne. Comme tous les mercredis, les débutants et les Poussins ont entraînement. Alors, pas question d'être malade ce jour-là ou d'être en retard. Le foot, c'est sacré. Et parmi les plus motivés, Franck, du haut de ses 6 ans et demi, c'est le gardien de l'équipe. C'est bien d'arrêter les balles quand on aime être gardien. Au fait, Franck, tu aurais un petit conseil à nous donner? J'essaye de m'avancer et de l'arrêter. Les petits attaquants de Levallois rêvent de Papin, Cantona ou Romario. Et toi, Franck, c'est qui ton joueur préféré? Bernard Lama. Franck a commencé le football il y a 1 an seulement, comme tous ses copains. Et déjà, il est sur les traces du gardien de l'équipe de France. Alors à l'entraînement, on s'applique, on enchaîne les mouvements, les passes, les contrôles. Bref, tous les coups du football y passent. Je l'ai arrêté, il a encore tiré, c'est un transversal. Dès septembre, on a des enfants qui ont énormément de mal avec la balle, hein, que ce soit des contrôles ou des passes. On arrive en décembre, janvier, avec des enfants qui savent parfaitement contrôler un ballon, jouer correctement dans les pieds. Non, il y a des progrès extraordinaires, quoi. Ça va très vite, très très vite. Le navigateur français Christophe Auguin a remporté aujourd'hui la 2e étape du Box Challenge à Sydney. Avec cette victoire au pays des kangourous, c'est pas dans la poche, mais presque. Christophe Auguin, profitant en effet des malheurs d'Isabelle Autissier, a pris la tête du classement général de cette course à la voile autour du monde en solitaire, mais avec escale, en battant au passage un nouveau record, un peu moins de 25 jours, pour couvrir les 11 000 km qui séparent le cap de Sydney. Si vous cherchez des idées de sortie pour les fêtes et si vous avez le rhythm and blues dans la peau, je ne saurais trop vous conseiller un petit détour demain par le Petit Journal à Montparnasse pour partir à la découverte du groupe Captain. Reportage Éric Perrin, Jean-Marc Sursin. Vous avez le moral en lambeaux, le ciboulot ramolo. Looking for a place to party, so I jump into my ride and I hit the road, 'cause there's only one place to go, down to the nightclub. Ooh yeah, you can do what you want if you like it. We're going to the nightclub. That's Bomb City. Bienvenue au Nightclub, le Petit Journal, avec à la barre le groupe Captain. 2 chanteurs, 8 musiciens, dans leur CV on retrouve notamment Souchon, Cass, Salvador, l'Orchestre du Splendide ou encore Lockwood. 10 pointures, des cadors, des épées. Ils mettent le feu à tout ce qu'ils touchent, qu'ils inventent. Pub. C'est le gris, tout pas faible gris. Ah ouais. Il grille tous les pas, il grille tous les pas. Il grille même la baguette, même la baguette, même la baguette. Mais Captain ne se contente pas de reprendre des standards de rhythm and blues. Il compose des musiques originales avec des paroles en français. Et vous l'écrivez comment, vous? Blues? Blues avec un col, des manches, et puis boutonné serré et haut. Une blouse donc, comme celle que portent dans les écoles les profs de musique. Les gamins sont turbulents, tous les jours ils mastiquent. S'il vous plaît, monsieur, on voudrait de la musique. Do, ré, mi, fa, sol, je sais, c'est pas très rock'n'roll. Je rigole, mais ouais, c'est bon, mais il rigole, et qu'est-ce que si tu veux savoir la paix, fais-leur donc écouter. Arrête d'apprendre, ça m'énerve, Marvin Gaye, de James Brown à Billy Paul. On a connu des années folles. Il serait temps de faire danser les écoles.
c'est une musique qui détend et qui... Bah, dis-le, je peux pas. C'est la seule musique un peu saccadée, qui est sur un bâtiment pour bien faire l'extérieur. De quoi je me mets? Tu vas te calmer, quoi. Non, c'est une musique qui crée des réactions. On reprend depuis le début, vous avez le moral en lambeaux, le ciboulot ramollo, Captain a ce qu'il vous faut. Tiercé féminin ce soir sur France 2 après Mireille Dumas et Bal et Masques et avant le cercle de minuit, Laura Adler qui recevra ce soir Mano, solo. Vous retrouverez vers minuit Sophie Jouve pour le tout dernier journal. Demain à 7h50 dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Andrei Gratchev, l'ancien porte-parole et conseiller de Gorbatchev pour parler bien sûr de la crise en Tchétchénie. Bon anniversaire à Jane Fonda, si elle m'entend. Dans un instant, la météo, signée ce soir Nathalie Riouet. Demain à 13h, vous aurez le plaisir de retrouver Daniel Bilalian. Je vous donne rendez-vous à 20h. Excellente soirée, merci.